Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Donc, il y a des profils qui, vus de l'extérieur, semblent naturellement taillés pour entreprendre. La précision du langage, la capacité de travail, l'intensité, la vision. Et puis quelque chose arrive, un diagnostic, et tout ce qui semblait être une force révèle ce qu'il protégeait ou ce qu'il coûtait. Alors mon invitée aujourd'hui, c'est Nina Ramen, autrice, entrepreneuse, experte en copywriting. Elle a construit 3 entreprises et atteint le million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Et en mars 2025, elle découvre qu'elle est autiste. Ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est l'envers de ce parcours, ce que son profil neurologique a construit en silence dans son business, sans qu'elle le sache, et ce que le diagnostic a changé dans sa façon de travailler, de décider, d'exister dans son activité. Merci Nina d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Super Marie, merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à rajouter dans ce que tu as partagé. Je m'appelle Nina Ramen, je suis entrepreneuse, j'ai plusieurs business. Comme tu l'as dit, j'ai eu des business qui sont montés à 7 chiffres. Et, euh, ouais, peut-être je peux rajouter que je suis maman aussi, que j'ai eu le plaisir de d'entreprendre et de me lancer en même temps que celui d'avoir un enfant. Je sais pas si c'était une très bonne idée pour la santé mentale, justement. Mais en tout cas, ouais, ça a fait partie des challenges, comme on dit, que j'ai expérimenté. Ta présentation m'a beaucoup parlé, puisque effectivement, je pense qu'on entreprend par, par des voies, par défaut. Et je pense que je m'étais fait une idée de ce que c'était que la réussite. Et donc, tu parles du million d'euros chiffre d'affaires, mais je pense que quand je me suis lancée, c'était les 10 000 euros par mois. Et puis après, c'était le million, quoi. C'est un peu les deux chiffres qu'on se donne quand on se lance. Est-ce que c'est des bons chiffres? Est-ce que c'est des mauvais chiffres? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de cette manière qu'on définit la réussite, souvent par le chiffre d'affaires, puis évidemment par l'équipe. Donc j'avais 40 personnes, et puis j'accompagnais 30 000 femmes à prendre la parole, donc des femmes que j'aidais à faire de l'argent, donc aussi dans une mission et dans une vision qui me porte. Donc a priori, comme tu dis, sur le papier, tout est super, et ça l'est en vrai. Et puis jusqu'au jour où je me rends compte qu'en fait, il y a une certaine partie de ces objectifs qui sont les miens. Et puis en fait, il y a une certaine partie où j'ai juste emprunté des schémas que j'ai vus d'autres entrepreneurs autour de moi, donc des schémas de comparaison. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être dans des masterminds. Et puis je me suis rendu compte que j'ai emprunté ces schémas de réussite, ces incentives de réussite. Cette réussite-là, elle est aussi calquée sur une manière de voir les choses qui est très patriarcale et très capitaliste, qui est de s'approprier un maximum de ressources, un maximum d'argent, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte. J'avais 500 000 euros sur mon compte en banque, vraiment. J'ouvrais mon application, j'avais ça. Et puis, j'avais jamais eu autant d'anxiété. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vivais dans ton activité, dans ton business, juste avant le diagnostic autistique? Ce que tu faisais, peut-être ce que tu ressentais, sans qu'il y avait forcément de mots pour le nommer? Tout me prenait de l'énergie, tout était dur, et alors même que c'était des choses que j'aimais. Et donc, je culpabilisais que des choses qui auraient dû être faciles, en fait, et que j'aurais dû adorer, et qui étaient mon objectif, en fait, ne m'apportaient pas de plaisir. Et ce que j'ai découvert après, c'est que ça me coûtait une énergie de dingue, parce que je ne respectais pas mes manières de fonctionner, puisque je ne les connaissais pas. Et c'est d'ailleurs à ça que servent les étiquettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, non, mais encore quelqu'un qui va se mettre une étiquette, tout le monde veut être spécial, mais en fait, les étiquettes, elles servent à ça. Elles servent à s'identifier, s'auto-identifier. Et moi, quand on m'a dit autiste, au début, je me suis pas du tout reconnue. Et puis, en fait, après, quand j'ai vu ce que c'était qu'être autiste, ça m'a donné des grilles de lecture sur le fonctionnement de mon cerveau. Et donc, j'ai commencé à déconstruire mes fonctionnements et à comprendre qu'est-ce qui était écologique et qu'est-ce qui était pas. Et là, j'ai tout changé. Et donc, alors que j'avais du management en synchrone, que je faisais des calls, ça m'épuisait. J'avais genre 20 heures de calls dans la semaine. Et là, j'ai commencé à tout revoir et notamment, j'ai mis en place un système de management qui était asynchrone. Et du coup, en fait, j'ai recréé un système qui est compatible avec mon cerveau. Et donc, avoir eu les clés de lecture de ce que c'était que la neuroatypie de l'autisme ou
et du TDAH, en fait, ça a été autant de manières d'être encore plus à la fois moi-même, mais aussi plus efficace dans ce que je faisais et plus durable. Je rebondis parce que l'autisme chez les femmes, notamment, ressemble souvent à de la rigueur, de l'implication, à une intelligence aussi, une intelligence hors norme. Et ce qu'on voit pas, c'est l'énergie, tu en parles très bien, l'énergie colossale déployée pour s'adapter en permanence à un monde qui n'a forcément pas été pensé pour ce mode de fonctionnement-là. Et cette phase de pré-diagnostic, donc quand on ne sait pas encore qu'on est étiqueté autiste, c'est souvent aussi une phase qui peut être douloureuse à revisiter parce qu'on était perçu comme performante, valorisée et en même temps épuisée, mais épuisée sans savoir, sans comprendre pourquoi on était épuisé. Donc l'étiquette peut aussi, soulager, je l'entends, ça te permet de mieux comprendre les processus et ton mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y avait des signaux que tu interprétais autrement? Peut-être des choses que tu mettais avant, hein, sur le compte, de ta sensibilité, je sais pas moi, de ton caractère, de la charge de travail. Comment tu les interprétais? Ah oui, comme toutes les femmes autistes que je connais, je me disais hypersensible parce que j'ai une capacité de compréhension de l'autre qui est extrêmement rapide, même plus vite que tout le monde. Quand il y a un malaise dans une pièce, vraiment, j'ai une surcapacité d'analyse. Et donc ça, j'interprétais vraiment ça comme je suis super intelligente. D'ailleurs, il n'y a aucune corrélation entre l'autisme et l'intelligence. Moi, je me disais hypersensible et je me disais, ok, je suis super intelligente, mais en fait, et j'interprétais toutes mes difficultés sur ce prisme-là. Et surtout, je voyais pas que c'était des difficultés parce que moi, je voyais ça plutôt comme des avantages de savoir interpréter très rapidement les scripts sociaux, etc. À la fois, je le voyais pas, mais aussi, on pourrait dire que c'est pas un problème dans ce cas-là, mais là où c'est un problème, c'est que ça me demande un effort d'adaptation permanent. Et donc, oui, je peux le faire, je le fais même mieux que beaucoup de gens, mais quand tu me fais faire ça, après, je me trop longtemps, notamment dans des événements de networking qui durent toute la journée où tu es sous des néons, des lumières horribles. Je rentrais chez moi, je me roulais en boule, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un shutdown. C'est du coup la crise autistique qui se manifeste beaucoup chez les femmes par le fait de s'éteindre. Et donc ça aussi, c'était un symptôme. Moi, j'interprétais ces moments de repli sur moi-même qu'en fait, j'ai toujours eu depuis l'école. C'était ce qu'on appelle des shutdowns. Donc en fait, le repli sur soi lié au fait que j'ai trop de stimulation. Et à l'école, j'avais trop de stimulation. Et à l'inverse, j'avais des explosions donc de colère auprès de notamment mon mec et mon fils parce que c'est les dernières personnes de la journée, donc ils arrivent après tous les déclencheurs de la journée. Et en fait, je me sentais être une mauvaise mère, une mauvaise femme, une mauvaise copine. Et en fait, tout ça, je me rendais pas compte, mais c'était lié au fait que je ne savais pas gérer mes fonctionnements, mes déclencheurs. Et maintenant, je les connais, j'ai un protocole. Franchement, si on m'avait pas dit, enfin, si j'avais pas fait tout ce chemin, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui j'en parle hyper ouvertement, c'est qu'en fait, j'étais à 4000 km de capter ça, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, un autiste, c'est un petit gamin qui se bouche les oreilles et puis qui se balance, quoi. En psychologie, on distingue 2 types d'épuisement, dans l'autisme. Tu en as parlé un petit peu. Il y a l'épuisement cognitif qui est lié à la surcharge d'informations. Alors tu me dis, toi, c'est, le bruit, c'est la lumière, c'est il y a peut-être beaucoup d'autres choses et il y a l'épuisement aussi du masking. Le masking, c'est ce Ouais, travail constant d'adaptation, adaptation c'est ça. sociale, de décodage implicite, je sais pas, de simulation de normes. Est-ce que tu avais conscience du niveau d'énergie que toi tu dépensais pour paraître, alors je mets beaucoup de guillemets, comme les autres entrepreneurs dans, je sais pas moi, dans tes interactions, dans ta communication, dans tes rapports avec, tes clients? Est-ce que tu en avais conscience? C'est marrant parce que toute ma vie, je me suis toujours dit, Nina, t'es un peu une menteuse. Il y a qui t'es vraiment et qui tu laisses les autres voir. Et en fait, j'ai toujours pensé que les gens qui me connaissaient, j'appelle ça dans la vraie vie, tu vois. Je me disais toujours que il y avait des gens dans la vraie vie et des gens du dehors, quoi. Et en fait, j'avais qu'une peur, c'est que les gens de la vraie vie, ils pensent que je les aime moins parce que avec eux, je suis pas genre, hey, salut, machin, bienvenue, on va faire ça et ça. Ça pouvait être interprété par ces personnes comme, bah, j'ai moins d'intérêt vers eux ou en tout cas, je donne moins d'énergie à cette relation. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est des gens avec qui j'étais pas obligée de me masquer. Déjà, ça a été assez intéressant de voir. Moi, je fais beaucoup de conférences, de webinaires, prends la parole beaucoup en public. Et donc, je sens bien qu'il y a il y a la Nina sur scène. Et je dis souvent, c'est la Nina sur scène, c'est là. Tu vois, c'est un peu comme Beyoncé qui dit, il y a Beyoncé, il y a Sacha Fierce, donc c'est son alter ego. Et en fait, c'est des masques. Je verbalise, mais c'est pas ça comme ça, mais du coup, c'est assez bizarre parce que t'as toujours l'impression que t'es pas aimé pour toi. Aussi une dissonance de je suis pas aimable tel que je suis. Et si les gens se rendaient compte de qui je suis, alors ils ne m'aimeraient plus. En fait, comment tu gardes confiance et comment tu crées de la confiance dans le fait que si les gens te voyaient tel que t'es, tu peux être qui tu es et incarner qui tu es et que ce soit aussi bénéfique pour eux, tu vois, et que tu sois accepté pour ça et tout. Chez les autistes, il y a un historique, et un historique notamment dans l'enfance, qui est j'étais un enfant chelou, je me faisais harceler à l'école, et donc j'ai appris à masquer pour ne pas me faire harceler, et donc j'ai aussi associé, tel que je suis bizarre, je suis harcelé, et donc en fait c'est vraiment toute la déconstruction de ça, et ça passe par le fait d'apprendre à s'aimer soi, à savoir qui on est, c'est apprendre à se réaimer aussi et à aimer ses parties de soi, et du coup, ben, à apprendre à soit les aimer pour apprendre
à les montrer et à se dire que ça peut être aimé aussi par les autres. Le camouflage ou le masking, c'est un des mécanismes centraux de l'autisme, notamment chez les femmes. Attention, c'est pas la même chose chez les femmes que Oui, chez les hommes. Donc ça consiste vraiment à imiter, à s'adapter. Et ce masking-là, ok, on l'a compris, ça nous protège, ça protège socialement, mais en même temps, ça épuise. Et sur le long terme, bien sûr. c'est aussi l'une des principales causes de burn-out chez les femmes. Exactement. D'avoir des gens qui comprennent le business et qui comprennent ça, la psycho. Déjà qu'il y a que en 2022 que le phénotype femme, donc c'est-à-dire qu'on a dit que les femmes pouvaient être autistes. Donc en fait déjà être une femme autiste c'est déjà un délire. D'ailleurs je recommande un super film qui s'appelle Différente. Donc c'est entre un film et un documentaire d'une femme autiste et c'est vraiment de son point de vue là à elle et en fait on la voit vivre des shutdowns etc. Et moi j'ai fait que pleurer parce qu'en fait je me suis rendu compte de quel point en fait le monde est dur pour moi. En fait je pleurais pour moi quoi parce qu'en fait je me rendais compte de l'extérieur tout ce que je vivais et du fait que je continuais à vivre et à me battre et à trouver des solutions et voilà. L'autisme chez les femmes c'est déjà peu reconnu. Il y a Julie Daché qui en parle beaucoup, Florence Mendes aussi. Donc déjà ça c'est galère. Alors en plus si tu fais aussi chez les femmes entrepreneurs, t'as perdu 80% des gens, je le vois, et d'ailleurs ça marche aussi pour le TDAH. Là on parle beaucoup d'autisme, mais moi j'ai dû aussi beaucoup gérer mon TDAH parce que le TDAH c'est altération des fonctions exécutives. Et tu imagines que quand tu as une équipe, bah, tu dois déclarer des salaires, tu dois faire de l'URSSAF, du machin, du truc, et moi je me dis nulle en admin, mais et d'ailleurs je vois pas dans le temps, pareil, fonction exécutive, capacité à avoir dans le temps et tout. Et ben en fait moi je suis nulle là-dedans. Et donc pendant longtemps aussi ça a été des mécanismes où je me suis sentie nulle en tant que dirigeante et tout, où j'ai dû trouver des mécanismes de compensation, des structures des manières de faire très opérationnelles et puis performer même si en fait je sais pas ranger ma chambre quoi. Alors, avec le recul du diagnostic que tu as aujourd'hui, Nina, est-ce qu'il y a des décisions business que tu sais aujourd'hui qu'elles étaient pilotées par ton profil neurologique plutôt que par une vraie réflexion stratégique, réflexion business? Des décisions, en fait, j'aurais dû écouter mon profil neurologique et me faire confiance dans mes modes de fonctionnement et j'aurais dû me laisser piloter par mon profil neurologique au lieu de me laisser piloter par la croissance, par ci, par ça. Tu vois. Non, j'aurais pas dû parce que je suis très contente là où je suis, donc quelque part, ça a fait partie de mon expérience, mais je pense que si c'est, la réponse est est-ce que je me suis suradaptée et j'ai pas assez écouté et parce que je connaissais pas et je comprenais pas mon fonctionnement et je sentais bien qu'il y avait des trucs qui déconnaient, mais en même temps, ça avait l'air d'aller à tout le monde. Donc moi, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis juste, bon, bah, quand j'arrive là, je me suis juste, Nina, essaye plus, travaille plus. T'es nul, donc fais plus. Donc c'était ma réponse. Et on m'a jamais dit, fais différemment, fais comme ça. Voilà des manières de t'adapter qui te rendront plus efficace. Donc je pense que j'ai pris des décisions qui n'étaient justement, enfin, qui étaient pilotées par le business plus que par mon profil. Et aujourd'hui, j'essaie de prendre des décisions qui sont pilotées par mes fonctionnements, on va dire, et par le business. Et j'irai creuser encore là-dedans, qui sont, moi, j'ai la croyance que si je suis moi-même et que je respecte mes limites de mon profil neurologique, alors je vais sous-performer un business. Donc voilà, c'est un peu ça, je trouve, la difficulté quand on se rend compte que on a des modes de fonctionnement qui sont un peu différents. C'est avoir confiance dans le fait que mode de fonctionnement-là sera malgré tout efficace pour son business. Alors, on va passer à l'après-diagnostic, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées, toi, dans ton activité, que tu t'es justement rendu compte que ça ne fonctionnait plus pour toi ou plus pour ton système nerveux? Des offres, je sais pas, des formats, des façons de travailler, que tu as abandonnées non pas parce qu'elles ne marchaient pas, donc pas par des stratégies business, mais parce qu'elles ne fonctionnaient pas pour toi. Ah mais moi j'ai arrêté un business qui faisait 1,5 million d'euros dans un marché où tout le monde se casse la gueule. Hein. Franchement non, ça a été dur. J'ai carrément tout abandonné. Je faisais du groupe, j'avais une équipe de 40 personnes, etc. Je dis pas que je le referais pas, mais j'avais besoin en tout cas d'abandonner ça pour le moment, pour en fait en fait je pense que la première chose ça a été là je me suis suradaptée et la première étape pour moi ça a été de couper. Alors après j'ai fait de la trésor pour le faire, hein, mais c'était de me demander ok qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément. Et en fait, je trouve que quand on s'est perdu, quand on s'est suradapté pendant autant de temps, pour peu qu'on soit autiste et alexithymique, donc alexithymique pour celles qui nous écoutent, c'est la difficulté à savoir ce qu'on aime, quoi. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas de hobby, à comprendre, interpréter ses émotions. Mais moi, ça se manifestait juste par je n'ai pas de hobby. En fait, moi, mon hobby, c'est ce qui performe. En dehors de la performance, en fait, j'avais pas trop de points de repère, quoi. On a testé un format de groupe avec genre 10 clientes, j'ai testé un format avec 5, et là, je fais du coaching individuel. Là, je fais du one-one. Donc, en fait, il y a toute une période quand même où j'ai accepté de moins faire d'argent à court terme pour me laisser de l'espace et regarder ce qui me faisait du bien, ce que j'aimais. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire beaucoup d'art. Et donc aujourd'hui, une des manières dont je m'aide beaucoup et je me régule beaucoup, c'est beaucoup par l'art, donc l'art-thérapie. C'est sûr que l'idée de cartographier vraiment ce qui te coûte de l'énergie et Exactement. reconstruire à partir de ça, donc ce qui te prend le Ouais. moins d'énergie ou au contraire ce qui te donne de l'énergie,
C'est une démarche aussi qui peut être contre-intuitive dans un monde entrepreneurial qui valorise le côté scalabilité, toujours de plus de performance. Donc c'est une démarche courageuse de ta part qui nécessite, je crois, une bonne sécurité intérieure pour pouvoir y aller. Il y avait plusieurs éléments. Le premier, c'est que j'étais obligée de le faire parce que je ne pouvais plus travailler. Donc moi, j'ai eu très peur. Je suis quand même le plus gros revenu de mon foyer. Et donc je me suis dit, mais Nina, en fait, là, tu es dans un état où tu ne peux pas travailler. Je faisais des crises d'anxiété. Donc de toute façon, j'avais pas le choix que de changer de modèle. Donc c'était pas de gaieté de cœur, quoi. Quelque part, si ça marchait et que je n'étais pas en crise d'anxiété, je pense que j'aurais probablement continué. J'ai très très peur, en fait. J'ai eu peur de plus pouvoir travailler. Et je me suis dit, mais Nina, si tu peux plus travailler, tu fais quoi, quoi? Et donc c'est là où je me suis dit, enfin, il y a quand même une idée de performance parce que l'idée de la performance derrière, c'est de dire, Nina, il faut que tu prennes soin de toi pour continuer à vivre pour les 30 prochaines années. Donc maintenant, mon truc, c'est de me dire, OK, c'est quoi le business que je peux tenir pour 20 ans? Et dernière chose aussi que je j'ai pas dite, mais pour les personnes qui nous écoutent, un exercice qui est super à faire, il faut voir ça comme un compte en banque. Et toi, en fait, par exemple, il y a des choses qui vont te coûter de l'argent. Alors moi, je suis entrepreneuse, donc j'adore l'argent, mais tu peux dire des cuillères, tu peux dire ce que tu veux. Et en fait, tu dois identifier ce qui te coûte genre 1000 euros, qu'est-ce qui te coûte genre 100 euros et qu'est-ce qui te coûte genre 10 euros. Le but, c'est de manager tes dépenses. Et par exemple, moi, ce qui me coûte, traverser au feu rouge, ça me coûte 10 euros, parce que ça, c'est une rigidité que j'ai. Ne pas écrire avec mon stylo plume, ça coûte genre 20 euros. Mais par contre, faire du small talk, ça me coûte 1000 euros. Ou être dans un bureau avec une moquette grise et des néons, ça me coûte 2000 euros. Et donc, le but, c'est de pouvoir manager tes déclencheurs pour qu'à la fin de la journée, tu sois pas trop bas et qu'à l'inverse, t'aies des choses que tu peux faire. Et donc, moi, par exemple, la créativité, ça me rajoute des points. Donc, je sais qu'une heure de créativité, c'est genre 1000 euros. Mais si j'ai que 5 minutes, ben, par exemple, je peux faire un truc pour 10 euros. Et du coup, je compense que ça. Et le truc, c'est que souvent, en fait, les femmes, on arrive le soir chez nous et le compte en banque, il est déjà en négatif. Et en fait, il y a le mec et les enfants et toutes les interactions sociales qu'il va y avoir après. Et c'est là où ça explose. Et c'est là où moi, je me sentis très nulle. Parce qu'en fait, j'arrivais avec un compte en banque à zéro. Du coup, j'explosais. Parce qu'après, ça amène à des crises, quoi. Soit explosion, soit implosion. Et du coup, je me sentais nulle. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à mieux manager mes déclencheurs, bah aussi, ça a quand même beaucoup réglé de problèmes dans ma vie domestique. Merci, c'est un très bon exercice avec l'histoire des euros, du compte en banque ou des petites cuillères. Effectivement, l'important, c'est de voir où on perce de l'énergie, ou enfin, qu'est-ce qui nous coûte, qu'est-ce qui nous recharge en énergie et essayer d'arriver à la fin de la journée Exactement. avec de l'énergie. Parce que sinon, comme tu l'as très bien dit, si on arrive à la fin de la journée sans énergie, ça explose d'une manière ou d'une Ouais. autre. Bah, après, le cercle vicieux rentre en boucle, frustration, culpabilité, etc. Alors, en psychologie, on distingue l'identité de surface, donc c'est ce qu'on montre, ce qu'on fait, de l'identité profonde. Là, c'est ce qu'on est, ce dont on a besoin pour fonctionner, donc de façon durable. Le diagnostic autisme touche souvent aux deux en même temps. Il va remettre en question l'identité construite. J'étais par exemple celle qui gérait tout, super prédictible, organisée, structurée, etc. Et il révèle aussi l'identité réelle. Ce diagnostic, bah oui, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'avoir de la prévisibilité, j'ai besoin de contrôler mon environnement, par exemple. Est-ce que pour toi, le diagnostic a été une rupture d'identité? Et comment tu as navigué entre celle que j'étais avant et celle que je découvre que je suis maintenant? Est-ce qu'il y a eu une histoire de deuil à faire de l'ancienne Nina avant diagnostic versus la nouvelle Nina après diagnostic? Un diagnostic, ça change pas qui t'es, en fait. Ça vient juste révéler des fonctionnements que tu avais déjà et te permettre de comprendre des fonctionnements que tu avais déjà. Donc, déjà, le diagnostic, en fait, il change rien. En fait, il te permet juste de comprendre. Et ça, je trouve que c'est assez rassurant parce qu'il y a beaucoup de gens qui diabolisent le. Alors, moi, quand je dis diagnostic, je parle de autodiagnostic aussi, hein. Enfin, de toute façon, même si tu te fais diagnostiquer par un psy, en général, il va dire voilà, sauf si tu vas chez Marie, évidemment. Mais tiens, voilà, bravo, t'es autiste. Et puis, en fait, la plupart du temps, t'as pas grand-chose d'autre, pas toujours beaucoup d'accompagnement, quoi. Bon, quand je parle de diagnostic, je parle vraiment de diagnostic au sens large. Je suis pas triste de ne plus être la personne que j'étais avant. Mais je suis juste triste d'être sous-adaptée. En fait, je suis pas triste. J'ai pas de deuil d'identité. C'est pas un deuil d'identité. C'est plus un deuil de ce que je pourrais jamais faire. Quoi, en voyage en avion, même si c'est une heure de vol, moi, c'est ressenti moins 12 000 euros sur mon compte en banque d'autiste, hein. Et à ce moment-là, je suis aussi triste que ce soit pas facile pour moi de voyager, quoi, en fait. Parce que moi, je vois des gens, ils prennent leur valise et puis ils y vont. Et puis, en fait, moi, c'est facile pour eux, quoi. Ça me fait chier de devoir toujours penser à ça. Enfin, je sais pas, c'est comme, tu vois, genre quand tu prends un médicament tous les jours et quand tu fais un truc tous les jours, bah, en fait, tu dois toujours un peu y penser, quoi. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est de devoir toujours, en fait, un peu s'adapter. Et puis parfois, tu te rends compte, il y a des fois où tu te sens plus autiste que d'autres. Et donc ça, c'est dur parce que tu te sens, moi, ça, c'est pas le deuil de la personne que j'étais avant, mais c'est plus
le deuil de vivre dans un monde pleinement adapté. Parce que, encore une fois, si le monde était fait pour les autistes, ben, l'aéroport, ce serait pas un enfer comme ça sur Terre. On mettrait des moquettes, on ferait en sorte que les gens ils puissent attendre dans des boxes séparés. Il y aurait plein d'aménagements qui seraient faits parce que la majorité serait comme nous. Et donc, moi, je vois quand je suis entourée d'autistes, en général, ça se passe très bien parce qu'on crée des codes qui nous conviennent à tous et puis on a tous un peu les mêmes modes de fonctionnement. Mais en fait, ce qui est dur, ouais, c'est de réaliser enfin, ça, c'est de dire que je vis dans un monde dans lequel je suis handicapée, un handicap invisible, que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, bah, en fait, on lui dit pas de monter des marches, et que du coup, bah, il y a aussi ce truc-là, la difficulté de se rendre compte qu'on vit dans un monde pour lequel on n'est pas adapté. Voilà. Et que ce sera à vie. Alors avant le diagnostic, tu étais, j'ai bien compris, en mode survie, on va dire survie nerveuse, hein, sans le savoir. Aujourd'hui, tu as compris, tu as mis des mots sur ce que tu vivais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu accèdes ou que tu as accès à autre chose, peut-être un mode différent? Enfin, je suis plus heureuse. Je suis vraiment plus heureuse. On dirait pas quand, que je dis ça parce que j'entends raconter que je faisais des Mmh. deuils de, voilà. Mais je suis, mais beaucoup, 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 beaucoup plus heureuse. En fait, moi, ça se manifeste comme chez beaucoup d'autistes et beaucoup de femmes autistes, ça se manifeste par des boucles de pensée. Donc, des boucles de pensée, des ruminations. Les ruminations vont se cristalliser autour de quelque chose. Et moi, le l'occurrence, c'est l'argent. L'argent vient cristalliser toutes mes ruminations. Et donc, maintenant, bon, déjà, quand je suis en rumination, je comprends. Quand je suis en rumination, je comprends que c'est pas la vraie voie. C'est pas la voie de la raison. Je comprends que c'est la voie de la rumination. Donc, déjà, ça me permet de dissocier les choses. Et surtout, bah, maintenant, ma vie, je suis plus heureuse parce que, bah, ça se passe mieux avec mon mec, ça se passe mieux avec mon fils. J'ai pas l'impression d'être une mauvaise mère. J'ai l'impression juste d'être différente et qu'il faut que j'explique et tout, mais je me sens plus aussi nulle qu'avant. Je suis plus fière de moi. Il y a des trucs où je me trouve incroyable. Là où avant, je me trouvais toujours nulle. Mais du coup, je pense que je me juge moins, je suis plus gentille avec moi, je comprends mieux. Tu vois, avant, j'avais des ruminations, genre interaction sociale, et après, je me disais, est-ce que j'ai été adaptée ou pas adaptée? Ben, j'essaie de moins me juger dans ces moments-là. J'essaie, et j'ai des protocoles aussi. Donc maintenant que je me comprends, que je me connais, j'ai des protocoles. Je m'accepte mieux, je suis plus heureuse, et du coup, je suis aussi capable de plus expliquer, d'expliquer à mes clientes. Je dirais que mon niveau de bonheur et de sérénité, il est largement supérieur à ce que j'avais, quoi. Vraiment. Et je pense que je suis plus heureuse, littéralement. En psychologie, du travail, on parle de fenêtre de tolérance. C'est la zone, cette fenêtre de tolérance, c'est la zone dans laquelle notre système nerveux peut fonctionner de façon optimale, quand il est pas trop activé, pas trop inhibé non plus. Et pour les personnes autistes, cette fenêtre peut être plus étroite, donc c'est plus facile de sortir de la fenêtre, en fait, de dépasser notre tolérance. Alors maintenant que tu connais, toi, ta fenêtre de tolérance, donc ce que ton système nerveux peut fonctionner de façon soutenable, comment tu la protèges, cette fenêtre-là, dans ton activité, dans ton business? Qu'est-ce que tu refuses désormais du fait de cette fenêtre de tolérance? J'ai des protocoles très stricts. C'est ce que je fais faire à mes clientes aussi. Moi, j'ai un protocole de démarrage, un protocole de clôture. J'ai des protocoles partout, moi. Vraiment, c'est ce qui me protège le plus. Donc ça m'aide parce que ça m'aide à pas réfléchir. Je sais qu'il faut que je fasse ça. J'arrive, je fais toujours les mêmes choses dans le même ordre. Voilà, c'est facile. Je sais que c'est la routine qui respecte mon énergie. Les gens qui regardent les autistes se disent que c'est de la rigidité. En fait, c'est aussi la routine qui est écologique pour moi et que je connais et que je sais qui est la meilleure manière, la plus optimale de démarrer ma journée. Le fait d'observer mon nombre d'heures de coaching, tu vois, mais ça veut pas dire que j'arrive toujours parce que tu vois, par exemple, j'ai trop de demandes. J'arrive quand même encore pas assez à dire non. J'apprends encore. J'essaye de pas dépasser maintenant un certain nombre de clients. Voilà, j'essaie de trouver des manières de faire qui sont OK pour moi de dire non. J'ai des créneaux horaires très précis en place. Exemple, mon créneau horaire de podcast, c'est le vendredi fin de journée, quoi. Et ouais, des trucs auxquels je dis non, bah, tu sais, j'ai fait des challenges. J'ai organisé beaucoup de challenges, notamment pour aider les femmes à publier sur LinkedIn. C'était hyper intense. J'en ai pas refait. Ça veut pas dire que j'en referai pas. Mais j'en ai pas refait. Quand des salariés font un burn-out, tu sais, ils font un burn-out sur un poste et t'es pas censé les remettre à ce poste-là, tu vois, quand ils reprennent le taf. Et donc moi, j'ai l'impression que la Nina qui a trop poussé, en fait, elle a fait des challenges. Et donc du coup, maintenant, je refais plus ce que je faisais avant. Par exemple, je fais plus de live de groupe quasiment. Je fais plus de challenge. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si mon corps, il avait un peu développé une allergie à ce qui avait marché avant. Alors, je pense qu'un jour, j'y reviendrai. Mais pour le moment, je m'interdis de remettre le pied dedans. En fait, de toute façon, j'en ai plus envie. Si tu devais dire ce que ton business dit de toi, Nina, ce que le fait d'entreprendre, la façon dont tu le fais, révèle de qui tu es, tu dirais quoi? Qu'est-ce que ton business dit de toi? Ça, c'est vraiment la question cœur de ce podcast, la relation business et entrepreneur ou psycho de l'entrepreneur. Franchement, je pense que pour moi, c'est vraiment, je suis autiste et TDAH, quoi. C'est en fait à la fois une partie de moi qui a envie d'explorer des nouvelles choses et donc on voit bien que dans les sujets que je traite, bah là, tu vois, il y en a plein et je parle de plein de choses différentes. Tu vois, sur mon podcast, Le Divan des Patronnes, je parle de neuroatypie, mais je parle aussi de créativité. Donc en fait, je pense qu'il y a une partie qu'on peut observer dans les créations, dans les contenus que je crée, diversité, un besoin de nouveauté,
un besoin de, voilà. Et en même temps, une certaine structure. Je pense que je suis quelqu'un, ouais, d'assez structuré. En fait, il y a vraiment les deux qui existent en moi, quoi. Voilà, j'essaie d'exister avec ces deux parties de moi, celle qui a envie de nouveauté et celle qui dit non, non, mais viens, on fait toujours la même chose. C'est juste, on a un intérêt intense. Et un intérêt intense, pour ceux qui connaissent pas l'autisme, c'est le fait d'être passionné par un sujet et d'avoir le sentiment que tu ne pourras jamais suffisamment te nourrir de ce truc. Et voilà, je pense qu'on pourrait se dire ça de moi, que je sais plein de trucs, mais je sais plein de trucs parce que je me suis plongée, j'ai fait des tunnels sur le sujet. Et ça, je pense que ça se voit. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui t'écoute et qui se reconnaît dans ce que tu décris, alors avec ou sans diagnostic, qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne de cette conversation? Bah, qu'il y ait des gens qui ont fait ce chemin et qui ont vécu ce qu'il ou elle est en train de vivre. S'il y avait un seul truc, c'est si tu sens que t'es chelou, t'es probablement autiste. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, c'est probablement que t'es autiste. Les gens, quand tu leur expliques ce que c'est que l'autisme, ils savent très bien te dire qui est autiste et qui est pas autiste. Si je te dis cite-moi les gens chelous autour de toi, t'inquiète que tu sais très vite me dire qui est autiste. Donc premièrement, welcome, bienvenue chez les Pokémon. Tu verras, il y a plein de voix qui vont te dire non, mais t'as pas l'air autiste. Il y a plein de gens qui vont te dire ça. Et en fait, si toi tu te sens d'aller explorer ça, bah, je t'invite à le faire. Il y a beaucoup de contenu qui existe sur Internet. Il y a plein de choses que tu peux faire pour te documenter par toi-même avant d'aller voir quelqu'un d'extérieur parce que ça peut être assez insécurisant. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire par toi-même. Donc je t'encourage à creuser. Il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui vont pas te parler, mais c'est pas parce que t'es pas A que t'es pas autiste. C'est pas parce que t'as B que tu l'es, tu vois. Donc en fait, c'est plus subtil que ça. Et en une heure, de toute façon, on n'a pas le temps de dérouler, mais c'est d'autant de clés de compréhension. Et t'es pas en train de te chercher une excuse, t'es en train de chercher une manière d'être une meilleure personne pour toi-même et pour le monde. Et en général, on dit que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, mais tu te veux te donner des excuses. En fait, non. Quelqu'un qui sait qu'il est autiste et qui met en place des aménagements, il est plus responsable que quelqu'un qui ne le fait pas, en fait, parce que tu as le courage d'aller regarder ça, tu as le courage de mettre en place des choses pour toi, tu as le courage d'aller... La force et le courage, c'est plus de regarder ça et de le traverser plutôt que de ne pas le faire, là où il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais tu cherches encore une étiquette, si t'es une meuf, ton mec va dire ah non, mais c'est quoi encore cette lubie? Enfin voilà, tu cherches à avancer dans ta compréhension de toi-même pour mieux vivre avec toi et aider les autres à mieux vivre avec. Alors, ce que Nina vient de décrire tout le long de cet épisode, c'est et peut-être que ce que des milliers d'entrepreneurs, d'entrepreneuses vivent sans pouvoir forcément le nommer, c'est ce qu'on appelle en psychologie le coût adaptatif. Moi, je vais surtout retenir ça. C'est l'énergie dépensée non pas pour créer, mais pour paraître, pour correspondre aux normes, pour fonctionner dans un monde qui n'a pas été pensé pour ce cerveau-là. Et l'autisme est un mode de fonctionnement neurologique qui, dans un contexte entrepreneurial, qui valorise donc la performance, la visibilité aussi permanente, ça peut produire des résultats spectaculaires et un épuisement en parallèle, un épuisement profond en parallèle. Et ce que le diagnostic a rendu possible pour Nina et ce qu'il peut rendre possible pour quiconque met un mot sur ce qu'il vit, c'est la décision. La décision non plus de subir un fonctionnement sans le comprendre, mais le voir et choisir à partir de là, à partir de ce qu'on comprend, ce qu'on peut en faire, ce qu'on veut en faire. Alors la vraie question que j'invite à chacun à se poser, c'est est-ce que tu sais pourquoi certaines choses te coûtent autant? De quoi exactement est fait cet épuisement, s'il y a épuisement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta façon dont tu entreprends qui ne te ressemble peut-être pas autant que tu le crois? Ce sont des questions ouvertes que j'invite les auditeurs auditrices à se poser. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!